Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Décalage horaire, confirmant. Il y en a qui sont en Australie, aux États-Unis, qui sont en Asie. Et je salue notre ami qui est en Asie, il s'appelle M. Yao, qui me suit tous les jours. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur, un insigne honneur de recevoir une personnalité d'un rang exceptionnel, d'une moralité spirituelle baignant dans une sphère pour apporter la joie aux Africains, notamment aux Ivoiriens. Je reçois pour vous aujourd'hui Sa Majesté Kifizé, que certains connaissent, mais ne l'ont jamais entendu. Il nous donne l'occasion, depuis Paris, en exclusivité mondiale, un entretien du jamais vu que nous allons tenter de faire avec notre Majesté, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Alors, Majesté, tout en vous demandant de parler un peu fort, vous êtes Ivoirien? Oui, je suis Ivoirien. Oui. Présentez-vous, qui êtes-vous? Merci. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que vous faites. C'est pas facile de nos jours de voir cette génération qui se bat pour que le tam-tam du continent africain qui a disparu puisse renaître, donc faire connaître l'Afrique. Et moi, je suis ressortissant donc de la Côte d'Ivoire. Je suis un descendant d'Éthiopie. Je suis donc Krou, Bété, la région du Go, précisément du village de Payopa, dont je suis le roi. Bien, alors, Sa Majesté, votre mode d'accession au pouvoir chez les Bété et chez les Akans, chez les Éthiopiens, enfin, il y a quand même une petite différence. Comment êtes-vous arrivé à être roi des rois, puisque nous allons encore en parler? Merci. Écoutez, Dieu, dans sa miséricorde, choisit et il établit. Je suis né dans un petit village, comme Bethléem, Payopa. J'ai été, à cette époque, j'étais directeur général de la société d'investissement italo-ivoirienne. Et mon peuple a demandé à ce que je rentre, à ma grande surprise, parce que j'étais encore jeune. Mais vous savez, quand Dieu a tracé le destin, ce destin doit commencer quelque part. Et donc, j'ai été fait chef du village. Et de là, Dieu, dans sa miséricorde, m'a apporté beaucoup de sagesse. Et cette sagesse m'a conduit à connaître des grands hommes. Des grands hommes, je peux citer, depuis Thabo Mbeki, que j'avais honoré en Côte d'Ivoire, pour nous avoir aidés, parce que la Côte d'Ivoire était en difficulté. On va en parler tout à l'heure. Voilà. On va en parler. Jusqu'au frère Guy Muammar Kadhafi. On va en parler aussi, je connais un peu l'histoire, on va en parler. Voilà, donc voilà un peu comment de la chefferie, j'ai été établi roi à Tripoli par le frère Guy Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, devenu roi David depuis le 11 septembre. Le 25e. Le 263e roi couronné en Éthiopie, à Aksum, sur la Terre Sainte, là où Haïlé Sélassié a été donc couronné. Majesté, vous faites tout ça, vous courez derrière quoi? Oh, je suis mon destin, je n'ai pas particulièrement de... je suis mon destin, et mon destin est lié à l'avenir de l'Afrique. Mon destin est lié à un combat
le combat de la libération du continent africain. Je me bats pour les États-Unis d'Afrique. Et je pense que lorsque vous êtes dans un combat noble, cautionné par Dieu, il vous donne les armes pour atteindre l'objectif. C'est ce qui donne l'impression que je cours derrière quelque chose, sinon que je suis dans un combat. Vous venez de dire que vous êtes ivoirien. Vous avez vécu les vicissitudes de votre pays depuis 2002-2010 jusqu'à ce jour. Comment avez-vous réagi? Particulièrement la Côte d'Ivoire, vous savez que tout cela fait partie de ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire, en 2002, nous avons mené des actions pour aider, pour la paix. Ce que beaucoup n'ont pas su, c'est que déjà, lorsque nos enfants étaient à Lomé, je me suis rendu donc à Lomé pour approcher les uns et les autres. J'ai eu des discussions avec les leaders de cette partie qui s'opposait donc au gouvernement, et on avait pu trouver une solution, c'était de pouvoir créer une rencontre à Kara, dans le village de Yadema. Et c'est cette réunion qui devait se tenir à Kara, quand le président Yadema a été informé, il a donc il a été très heureux. En tout cas, en souvenir, je retiens que ce jour-là, j'avais reçu une mallette de 8 millions de la part du président et Yadema, qui était très content de moi d'avoir trouvé une solution. Et pourquoi cette solution n'a pas fait son effet? Il faut dire quand même que les autorités françaises avaient été informées et ils ont trouvé que la réunion de Kara n'avait pas lieu d'être, qu'il fallait venir faire la réunion en France, parce que la réunion qui devait se tenir à Kara, c'était une réunion qui devait se tenir entre les enfants qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir et le pouvoir. Donc le groupe de Soro Diop et le Premier ministre Afingessa. Donc ils devaient se retrouver pour trouver une solution à la crise ivoirienne. Et vous n'étiez pas loin de trouver une solution? Il faut dire que la solution était trouvée. Et pourquoi on vous arrachez la victoire pour qu'on envoie toute cette délégation belligérante à Marcoussis? Vous savez, la politique a toujours pris le dessus de toutes choses. Et c'était la politique française. Parce que quand on a vu à la fin la rencontre qui a eu lieu à Marcoussis, ce n'était plus telle qu'elle était prévue. Parce que la rencontre qui était prévue à Marcoussis, c'était les enfants et les gouvernants. Malheureusement, à Marcoussis, c'était les partis politiques. Et donc, ils ont associé pratiquement tous les politiques. Pour sceller. Donc, moi, je ne juge pas, bien, mais je parle de ce que j'ai vécu. D'accord. Et on vous arrache complètement votre pouvoir d'influencer spirituellement à la mise en place de l'harmonisation de tous ceux qui étaient en conflit. Parce que votre présence marquait quand même un saut spirituel pour que tous les enfants ivoiriens comprennent la nécessité de déposer les armes pour ceux qui les possédaient et de revenir à la raison. Et puis du coup, en dépit de la satisfaction du président Yadema qui vous a remis une mallette, la France dit non, on veut que tout soit réglé en France. C'était pas un coup. C'était pas un coup. Écoutez, ce que je sais, c'est que le moindre mal pour le président Gbagbo, c'était de partager le pouvoir. Et ce pouvoir devrait être partagé à Kara. Maintenant, lorsque ils ont décidé de faire la réunion à Marcoussis, je suis venu, moi aussi, j'ai pris une délégation des imams, j'ai pris une délégation
des imams, de 4 imams dirigés par l'imam Idriss Koudous, et pour venir toujours continuer de faire le rapprochement pendant qu'ils étaient en conclave à Marcoussis. Je retiens une seule chose qui est très importante lorsque l'imam Idriss Koudous s'était rendu compte qu'un Ivoirien se dépensait pour l'intérêt de sa nation et qu'il avait voulu, il a dit, ben, tu viens me voir. Et je suis venu le voir dans sa suite. Il a dit, je vais prier pour toi parce que ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. Voilà, donc moi je pense que j'ai fait ce que je devais faire pour ma nation. Ben, l'histoire retiendra que la politique est celle qu'elle est. Moi je ne suis pas politicien. Et aujourd'hui, le temps vous donne raison. Puisqu'il y a M. Soro Guillaume, M. Kona Bédié qui s'est rendu récemment à Bruxelles, en juillet, à Bruxelles, et il allait rencontrer son frangin, le président Laurent Gbagbo, et Soro qui se bat, vaille que vaille, pour aller le rencontrer. Et quand vous êtes couché comme ça et que vous avez la main sur le front ou bien dans vos prières, comment vous voyez? Ils auraient dû commencer par là, que de mettre du temps, ou bien le temps a été trop forcé de vous donner raison plus tôt. Vous savez, les Ivoiriens, il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens. Nous avons un problème colonial. Ah. Voilà. Le problème des Ivoiriens, entre la langue et la dent, il peut y avoir des problèmes, mais la langue n'est jamais sortie de la bouche ni la dent pour se fâcher contre l'un et l'autre. Les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un domaine purement politique et moi je ne juge pas. Mais je pense que je prie pour que Dieu, dans sa miséricorde, prenne pitié pour ce peuple qui est en train de souffrir. Et est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont déjà réconciliés ou ils ne sont pas encore réconciliés? Il faut dire qu'il y a quand même un pas qui a été fait. Le président Alassane Ouattara est en train, à sa manière, de réconcilier les Ivoiriens. Mais il faut l'aider, il faut aller au-delà de ce qu'il est en train de faire, aller jusqu'à la libération de Laurent Gbagbo, aller à la libération de Blegoudé, aller à la libération ou bien de tous les prisonniers, et aller aider même tous ceux qui sont en exil pour qu'ils le rentrent. Et c'est en cela qu'il aura réussi la réconciliation. Et vous lui lancez un appel là? Un appel? Oui. Je pense que c'est le père de la nation. Un père, c'est celui qui pense à son peuple. Aujourd'hui, il a une partie de son peuple qui est en train de souffrir. Je sais qu'il en est conscient, parce que s'il a libéré la femme du président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il en est conscient. J'ai dit tout simplement qu'il faut l'encourager, il faut l'aider, il faut le soutenir pour ce qu'il est en train de faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude. Et quand vous le voyez dans sa manière de fonctionner, vous pensez franchement qu'il a cette ambition de rappeler tous les morceaux pour faire de la Côte d'Ivoire un pays homogène, un pays compact? Vous savez, toute chose, c'est le temps. Il a peut-être besoin d'un peu de temps encore. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Oh, le temps de Dieu, même 1 heure, c'est vaut 100 ans. Mais le temps de Dieu, c'est un temps qui est défini par Dieu. Et il faut lui donner un peu de temps. Moi, je pense que, en ma qualité d'autorité morale, ce que je peux demander, c'est qu'il regarde un peu ses frères qui sont en train de souffrir. Mais je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait. S'il a pu libérer un certain nombre, c'est qu'il arrivera à libérer les autres et à aider à libérer les autres. Donc, il faut l'encourager, il faut le soutenir, de sorte que cela soit fait. On continue toujours sur le problème de la Côte d'Ivoire qui est très important. À l'an 2020, le pays va organiser des élections présidentielles. Ça donne l'impression que beaucoup d'Ivoiriens sont inquiets. Il y a des craintes, il y a des doutes. Est-ce que vous partagez tout ça, ces craintes, des doutes dans les discours, les camps qui se forment?
oui, ce qui est arrivé en 2010, est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse se reproduire en 2020? Écoutez, on ne peut pas souhaiter, sinon, vous savez, tout ce qui sort de la bouche d'un être humain se réalise. Et je ne peux pas admettre que de telles choses arrivent à la Côte d'Ivoire. J'ai espoir parce que je sais que la Côte d'Ivoire est un pays aimé de Dieu et Dieu est un Dieu de miracles. Donc le moment arrivera où il va agir et quand lui il agit, toutes les forces deviennent neutres et donc toutes les forces se réduisent en rien. Donc Dieu, dans sa miséricorde, ne verra pas la Côte d'Ivoire encore dans cette situation. Moi je pense que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire d'avoir des personnes comme nous qui avons, vous savez, depuis le 11 septembre 2019, j'ai compris que Dieu aime mon pays. Sinon, qui suis-je pour occuper un trône hors de ma nation? C'est parce qu'il aime mon pays, parce que le pouvoir qui est en moi va agir sur la Côte d'Ivoire et je suis rassuré. Quant à la peur des Ivoiriens, je dirais qu'il faut qu'ils soient rassurés. Il faut assainir la politique ivoirienne. Et comment? Il faut que les personnes en Côte d'Ivoire proposent des programmes s'ils veulent devenir président. Il ne faut pas qu'ils s'attaquent à leurs frères. Parce que même que ce soit l'opposition, ce n'est pas juste qu'ils s'attaquent à leurs frères. Que ce soit le pouvoir, ce n'est pas juste qu'ils s'attaquent à leurs frères. Qu'ils proposent un programme à la Côte d'Ivoire et que ce soit le peuple qui choisisse qui va être président. C'est en cela que je les invite, qu'ils arrêtent de rassembler les chefs traditionnels pour dire telle personne. On va en parler. Il faut arrêter de manipuler le peuple. Il faut proposer un programme de développement au peuple. Et c'est au peuple de choisir le plan qui lui plaît pour son avenir, pour sa prospérité. Alors justement, Majesté, depuis un certain moment, on a cette impression que vous avez été un des premiers à initier cette association des rois et chefs coutumiers en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un me disait tout à l'heure en venant, oui, mais il a vendu le projet à Alassane Ouattara pour se faire des milliards. Votre projet d'unir tous les chefs, il est où? Vous savez, même avec le frère Guy Mouammar Kadhafi, la première fois qu'il me donnait un mandat pour travailler pour les rois et chefs d'Afrique, il avait sorti beaucoup d'argent. Et moi j'avais dit que je ne pouvais pas prendre cet argent parce que je ne sais pas gérer l'argent. Moi je ne suis pas un gestionnaire. Moi je suis un leader traditionnel. Je ne suis pas porté à l'argent. Si j'étais porté à l'argent, peut-être qu'aujourd'hui je serais conseiller du président de la République ou bien j'aurais eu une fonction bien placée. Mais mon rôle, ce n'est pas ça. J'ai mené un combat et le combat que j'ai mené, souvenez-vous qu'en 2009, j'ai eu ma deuxième participation au sommet des chefs d'État africains, à Addis Abeba. Et c'est à Addis Abeba que j'ai lancé un appel à tous les chefs d'État africains de reconsidérer les constitutions africaines, afin de donner un statut aux rois et chefs du continent africain qui pouvaient travailler pour la cohésion dans chaque pays africain. Je pense que la Côte d'Ivoire fait partie du continent africain. Donc si aujourd'hui la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, la RDC, le Congo, le Tchad, tous les pays pratiquement ont donné les statuts aux rois et chefs du continent africain, ce n'est pas une question. Donc je l'ai vendu à qui? À tous ces chefs d'État? Non, ce n'est pas cela. Ce que je sais, c'est qu'il y a une victoire, une grande victoire dans l'histoire de notre continent, d'un grand changement. Bien, alors félicitations pour toutes ces initiatives et le combat que vous menez sans cesse
Nous allons maintenant parler de vos rapports avec deux grandes personnalités, le président Laurent Gbagbo et feu père à son âme, Mouammar Kadhafi. Nous allons parler du président Gbagbo. Vous avez eu des rapports avec lui? Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance de le rencontrer quand il était en fonction. J'ai pu rencontrer le président Gbagbo lorsque il était en difficulté et on avait souhaité faire une médiation après les élections. Il y avait un conflit et j'avais envoyé mes conseillers pour aller au Golfe pour négocier et voir comment on pouvait faire pour trouver la paix. Et mes conseillers avaient été arrêtés en chemin. Ça m'a amené à demander une audience au président Laurent Gbagbo pour lui demander la permission pour que nous puissions nous rendre au Golfe et voir mener une médiation. Voilà, et de façon officielle, comment j'ai rencontré le président Gbagbo. Sinon, que j'ai jamais eu de rapport avec lui. D'accord. Voilà, je suis bêté de Gagnoa. Peut-être qu'une fois, il était venu à Gagnoa et de passage, il avait reçu une délégation de Mans. Et moi, personnellement, je suis un père, donc mon fils recevant des personnes, j'ai dû payer le transport de la délégation de Mans. Donc moi, je n'ai pas de rapport politique ni familiaux. Non, je n'ai pas ce rapport avec lui. Okay. Il est mon fils, mais c'est un homme, c'est un grand homme. Il est dans une fonction élevée. Moi, je suis très loin de cela parce que je ne fais pas de politique. La rencontre avec Kadhafi, comment ça s'est passé? Heureusement que vous posez cette question qui est très importante. Il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque j'ai été fait chef, la sagesse que Dieu m'a donnée m'a permis d'aider la Côte d'Ivoire à pouvoir orienter le débat pour la réconciliation. Et le 4 octobre 2006, le journaliste Thomas Baenchi nous a invités à la télévision ivoirienne pour un débat sur l'apport de sortie de crise des leaders traditionnels de la Côte d'Ivoire. J'étais à ce débat-là. Et c'est à ce débat que tout ce que j'ai dit a intéressé le président de la République et il a convoqué tous les leaders traditionnels à la présidence. Et je suis arrivé à lui dire la même chose. Lequel président? Laurent Gbagbo. D'accord. Voilà, je suis arrivé à lui dire la même chose. Quand nous sommes arrivés à la présidence, je lui ai dit, Monsieur le Président, les enfants qui ont pris les armes, ce sont nos enfants. C'est parce qu'ils ne sont pas contents qu'ils ont pris les armes. Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on s'asseye avec eux pour discuter et discuter entre Ivoiriens que nos problèmes soient... De régler entre nous, voilà, que ça soit de déplacés qui ne connaissent pas tel pays. Oui. Et je pense que ce jour-là, le président de la République a entendu mon cri de cœur et il s'est rendu en Libye après cela. Et c'est après, quand il est allé en Libye, et je suis sûr que après cela, il y a eu la rencontre qui s'est passée à Ouaga. Peut-être sur intervention du frère guide Mouammar Kadhafi. Et donc, quand le frère guide Mouammar Kadhafi était de passage, il quittait donc un pays voisin et il se rendait au Ghana pour une réunion de l'Union africaine. Et il a fait un escale en Côte d'Ivoire. Alors, à ma qualité de secrétaire général, à cette époque, de l'Association nationale des rois et chefs de Côte d'Ivoire, j'ai demandé à honorer le frère guide parce qu'il avait eu un apport essentiel dans le rapprochement de nos enfants. Ce que j'ai fait, j'ai fait de lui un chef coutumier de la Côte d'Ivoire, avec tous les attributs. Voilà comment, après un certain temps, il avait invité la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, de cette invitation, on m'avait interdit de participer. Mais après un an, il a envoyé un ambassadeur
de son pays qui parlait le français, qui est venu pour me rencontrer. Et il y avait la fête, je pense que c'était les 40 ans de la fête de la révolution de la Grande Jamaïque. Et à cette époque-là, il nous a associés à cette fête. Et il avait associé 16 leaders traditionnels, rois, chefs de chaque pays africain. On était environ près de 1000, près de 800 000, et nous sommes tous retrouvés à Tripoli pour participer à cette fête-là. C'est comme ça que pendant cette cérémonie, il y a eu une réunion où on nous demandait quel pourrait être l'apport de la chefferie traditionnelle pour aller aux États-Unis d'Afrique. Et pratiquement tout le monde, si on a les moyens, si on a ceci, si on a cela, j'étais pratiquement le dernier à prendre la parole. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit que ce n'était pas de l'argent qu'il nous fallait, mais il nous fallait avoir un repère. Et j'avais même proposé Yamoussoukro comme siège pour une organisation des rois et chefs traditionnels qui pouvaient siéger, réfléchir et voir comment faire pour amener l'Afrique à s'unifier. Et à l'applaudimètre, cette proposition avait été accordée. Et c'est comme ça que le soir, j'ai reçu un ministère du frère Guy Mouammar Kadhafi qui m'a approché et qui m'a demandé qu'est-ce que je pensais, est-ce que cette institution, je voulais en être le président. Et non, j'ai dit non, que moi je ne veux pas être président. Que s'il y avait un poste de secrétaire général permanent qui était créé, moi j'allais assumer cela. Voilà. Et donc j'en suis. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je suis le secrétaire général. Et il vous a donné de gros moyens pour que vous bâtissiez à Abidjan le siège. Alors que vous l'avez proposé à Yamoussoukro. Comment ça s'est passé? En tout cas, le siège à Abidjan, le siège n'est pas à Abidjan. Le siège, il a demandé que le siège soit fait à Tripoli. Donc notre siège est à Tripoli. Détruit aujourd'hui. Bon, à cause de la guerre. Ouais. Voilà. Abidjan, nous n'avons pas eu de réalisation. Abidjan, j'ai un palais. Abidjan, ça, je le reconnais, mais ce n'est pas à l'organisation. C'est au roi. Et Kadhafi y a contribué beaucoup. Bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, avec le temps, quel regard vous portez sur les bienfaits de Kadhafi? Je dirais que aujourd'hui, c'est du gâchis pour même la communauté internationale. Parce que je leur disais qu'ils allaient regretter ce qu'ils ont posé comme acte. Aujourd'hui, tout le monde le regrette. C'était, vous savez, à un certain moment de la vie, il faut que les gens prennent beaucoup de recul pour poser des actes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye. J'ai même peur que ça ne dégénère encore pour traverser les frontières. Parce que c'est ce que nous avons connu au Mali. C'est parti de la Libye. Et même aujourd'hui, le terrorisme, les djihadistes qui attaquent le Burkina, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de... Les grands hommes, il n'y a plus de grands hommes en Afrique, malheureusement. Mais vous voyez qu'ils ont ouvert une vanne pour la déstabilisation du continent africain. Tuer Kadhafi, c'est très grave. Et puis, ce n'est pas seulement ça, mais c'est bloquer le développement du continent africain. Parce qu'on était presque arrivé, mon fils, à l'esprit des États-Unis d'Afrique, au soir où nous avons déjà, j'avais eu à faire une mission auprès du président Museveni en Ouganda, à qui j'ai suggéré que l'Afrique, d'abord, pourquoi il ne réussissait pas à s'entendre avec son frère, Mouammar Kadhafi. Et il m'a dit qu'il ne s'entendait pas sur le contenu de l'unité africaine. Alors, je lui ai dit, mais si vous avez des difficultés, parce que, comme vous le dites, nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons des problèmes de communication,
on ne peut pas aller aux États-Unis d'Afrique. Et moi, j'ai proposé, mais et si on mettait en place une coordination gouvernementale, est-ce que ça ne pouvait pas permettre de commencer à aller de l'avant pour rassembler le peuple africain? Il a trouvé que l'idée était géniale. De là, je suis allé rencontrer le président sud-africain Zuma, à qui j'ai suggéré la même chose, qui a trouvé que c'était une très belle idée. Et j'avais déjà fait mon passage au Parlement africain, à Pretoria. Donc j'avais demandé au président du Parlement africain, je l'ai invité à Tripoli, de venir pour qu'on voit comment le Parlement africain pouvait légiférer pour voter le Premier ministre africain qui pouvait assurer la coordination gouvernementale africaine. Et c'est là où les problèmes ont commencé en Libye. D'accord. Voilà pourquoi il a été tué. Il n'a pas été tué parce qu'il n'était pas bon. On avait trouvé une solution pour unifier l'Afrique. La banque était en confection. Tout était en train d'être... La monnaie, tout, avec une grande chaîne de télévision. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, si les Africains, ceux qui étaient en train de l'insulter, s'ils savaient que c'est grâce à lui aujourd'hui, quand tu téléphones, c'est moins cher. Parce qu'avant, il fallait passer par certains pays pour... L'homme était un génie. L'homme était quelque chose d'indispensable pour l'Afrique. Je suis meurtri, mais j'ai espoir. J'ai espoir. C'est pas escamoter le projet. Puisque aucun chef d'État ne voit dans la même direction que Kadhafi aujourd'hui. Il faut dire que le plan appartient à Dieu. Je ne dirai pas, parce que je suis à l'œuvre, je travaille, je suis sûr qu'un jour... Est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a quelques craintes pour ne pas se faire voir, je suis soutenu par certains chefs d'État africains. Et pourquoi vous avez quitté la Côte d'Ivoire? Je vis en Côte d'Ivoire, oui. Mais je gère le continent africain. J'ai un palais dans certains pays africains, j'ai des palais un peu par-ci, par-là. Donc je sillonne l'Afrique pour m'occuper de ma fonction, du travail, pour la cohésion des Africains, pour régler les conflits en Afrique. Donc je ne suis pas tenu à être forcément assis en Côte d'Ivoire. Mais beaucoup de gens disent que vous êtes un exilé politique. Oh, jamais. Je n'ai jamais été exilé. Je ne suis pas... En tout cas, moi, je viens de quitter l'ambassade de la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Dans tous les pays où je passe, je fais les civilités à mon État. Je respecte ma République. Alors, dites-nous, quand même dire que ça a été un coup magique. C'est un travail fourni, un travail de corps. Vous avez envoyé des gens pour convaincre les décideurs spirituels de l'autre côté pour vous investir. Ou comment ça s'est passé? Non, enfin, il faut dire que ma vie est une prophétie. Ma vie est une prophétie. C'était en 2002 qu'un jeune prophète disait que, tu disais comme ça, j'étais allé... Vous savez, avant, il y avait un jeune qui faisait du cirage à l'hôtel Ivoire. Et avant d'aller au travail, tous les matins, je passais faire cirer ma chaussure à l'Ivoire. Et il y avait un jeune homme qui était assis juste à côté du cireur et qui disait « Roi David, roi David, roi David ». Mais moi, à cette époque-là, est-ce que je pouvais croire que ce qu'il disait était une réalité? Non, je ne l'ai même pas cru. D'ailleurs, je suis parti. Et c'est le second jour que quand je suis revenu là, le jeune homme, je l'ai retrouvé, il a dit qu'il avait un message pour moi. Et je l'ai reçu. Et il m'a dit non, que vous étiez un roi et que votre trône n'était pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais quand Dieu dit ça, on fait comment? Il dit, on prie. J'ai dit, bon, écoutez, je devais déménager des Rosiers, 4e programme, pour venir à Tanga.
Et donc je l'ai pris, nous sommes allés dans la nouvelle maison, il a commencé à prier. Donc j'ai vu une prophétie, quelque chose que Dieu veut et Dieu a décidé. Donc, mais je n'ai fait aucune campagne pour être leader traditionnel. J'étais directeur général. Qu'est-ce que j'avais à aller chercher? Je vis un destin, la volonté de Dieu. L'avant-dernière question, le projet d'unir toute l'Afrique, est-ce que ce n'est pas un projet un peu trop utopique? Écoutez, vous savez, les gens peuvent penser ce qu'ils pensent. Mais moi, je suis sûr que l'Afrique sera bientôt unie. Et je suis sûr. Mais c'est pour le bien de l'humanité. Si l'Afrique est unie, c'est pour le bien de l'humanité. Mais l'Afrique ne peut pas être unie, elle n'a pas de culture à lui, à elle plutôt, elle n'a pas de monnaie. Il y a plein de choses qui manquent, Majesté. Oui, il faut que vous arriviez à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, l'Afrique s'est dotée de beaucoup d'institutions. D'ailleurs, vous savez que nous avons un passeport commun. Ça a été décidé par l'Union africaine. Vous savez que... Qui n'existe plus, cette union. Ça va exister. Le temps appartient à Dieu. Et vous savez qu'il y a eu la création de la 6e région du continent africain. Vous savez, les problèmes, on les déplace. On ne les résout pas en politique. Et puisqu'on ne pouvait pas aller aux États-Unis d'Afrique, mais si la 6e région est devenue une réalité, pensez-vous pas que c'est les États-Unis d'Afrique? Parce que la 6e région, c'est les 370 millions d'enfants africains vivant à l'extérieur. S'ils sont structurés, est-ce qu'ils sont d'un seul pays? Ce n'est pas d'un seul pays. Ça veut dire qu'il y a toujours la voie d'arriver aux États-Unis d'Afrique, mais ça prendra le temps que ça va prendre. Je suis en train de travailler. Bien, notre entretien tire à sa fin, mais avant, je voudrais vous poser l'ultime question. Pourquoi le silence des rois, des chefs ivoiriens, et comment vous voyez l'avenir de la Côte d'Ivoire pendant ou après 2020? C'est la dernière question. Est-ce que les rois sont silencieux? Vous savez, le plus souvent... On les traite même d'acheter. Je ne pense pas. Puisqu'ils vont là où se trouvent les sous. Moi, je ne juge pas. Je pense que chacun... Ils n'ont pas été efficaces, ils n'ont pas été productifs dans le règlement du conflit ivoirien. On ne peut pas les juger. Moi, je ne juge pas. Ce que je sais... Mais vous pouvez constater, même si vous ne jugez pas, vous pouvez constater aussi. Ce que je sais, c'est d'abord mon rôle de les amener dans une direction. Et c'est ce que je fais. Vous savez, il faut laisser le temps. C'est maintenant que l'institution royale vient d'être faite, il n'y a pas encore plus de 2 ans. Donc ça va prendre forme. Ça a besoin d'un peu de temps. Il ne faut pas accuser. Moi je pense que c'est les animateurs. Voilà, et chaque chose a son temps. Ça viendra. Et nous allons, nous, au niveau du Forum des souverains et leaders traditionnels du continent africain, et au niveau de United Kingdom of Africa, nous allons travailler pour des séminaires que j'appellerais de renforcement de capacité pour essayer de les former et de créer une déontologie qui puisse leur permettre de savoir leur rôle et comment ils peuvent apporter leur contribution. Vous savez que l'ONU nous avait aidé à avoir un séminaire au palais, chez moi, au palais, pour être formé sur les techniques de médiation. Donc tout cela, il faut les mettre en application. Moi, je pense qu'il est trop tôt de les juger. Ils sont encore à l'œuvre, ils sont encore à l'expérimentation, mais le temps viendra où ils seront encore plus efficaces. Vos compatriotes ivoiriens, ils vont aller bientôt aux élections en 2020. Quelle est la vision spirituelle que vous avez? Quels sont les conseils que vous leur prodiguez aujourd'hui? Autant des candidats et des électeurs des Ivoiriens. Il faut dire aux Ivoiriens qu'il faut arrêter d'être bêtés, il faut arrêter d'être guérés, il faut arrêter d'être idolâtres, il faut arrêter d'être baoulés. Il faut, quand on parle d'une élection, c'est l'avenir de la nation.
ce n'est pas une ethnie. Il faut que les gens commencent à comprendre que chaque candidat doit leur proposer un programme. Et c'est ce programme qu'il faut voter, ce n'est pas les personnes qu'il faut voter. C'est le conseil que je peux leur donner. Je vous en remercie. Bien, alors nous étions avec Sa Majesté Kifizier, avec qui on a fait vraiment le tour. Et aujourd'hui, dans l'interview, ce que nous avons retenu, c'est qu'il a beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume que les gens aient sacrifié le président libyen Mouammar Kadhafi. Il dit que si ce monsieur n'était pas mort, beaucoup de choses allaient voir le jour. Mais il est optimiste. Nous gardons cet optimisme avec vous, avec lui, et on vous dit merci et à très bientôt.